Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi 28 septembre, 10h30, c'est le libre journal de controverse. Je salue bien entendu mes prédécesseurs du libre journal des géopoétiques profondes. Excellente émission avec notre ami Xavier Moreau qui repart sur Moscou, je crois, dès demain. Vous avez pu l'écouter pendant 1h30. C'est toujours un plaisir de l'écouter ici sur Radio Courtoisie. Je salue bien entendu la régie, notre ami Arnaud qui a remplacé 2 semaines durant Virginie. Voilà, qu'elle nous manque Virginie. Mais bon, Arnaud, c'est déjà pas mal. On peut pas tout avoir tout le temps, c'est comme ça. Bon, mais il est bien aussi. Je salue bien entendu Patrice. Il est au standard et il prendra vos questions et commentaires. J'attends nombre de questions et de commentaires parce que le sujet est dans la vraie controverse. Là, vraiment, voilà, on va parler de corrida et je sais que parmi vous, il y a des amateurs de corrida. Alors moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais donc je sais que voilà, certains apprécient la corrida ici parmi vous. Alors j'ai invité un avocat, maître Christophe Gérard, qui justement milite contre cette corrida et j'aimerais justement avoir vos avis. N'hésitez pas donc du coup à nous écrire, à poser vos questions. Il est là pour vous répondre. Bonjour, cher maître Christophe Gérard. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans la maltraitance animale. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Depuis une dizaine d'années, je travaille effectivement sur ce Rapprochez-vous sujet. du micro, Je me cher, rapproche du cher micro. Christophe. J'avais peur du micro. N'ayez pas peur. Voilà, Il est là voilà. pour vous. C'est votre ami le micro. Bon, eh bien écoutez, alors je le prends comme un allié. Parfait. Voilà. Donc dites-moi, pourquoi la maltraitance animale alors que aujourd'hui les avocats veulent être fiscalistes, droit des affaires, etc. Enfin, vous voyez. Alors, très brièvement, j'ai pratiqué pendant 20 ans la transmission d'entreprise. Ah, bah quand même. Voilà, Ah, quand même. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je me décide à faire quelque chose de ma vie, D'accord. après ces 20 années passées. Et voilà, il fallait que je trouve une cause. J'ai toujours été entouré d'animaux, j'ai toujours vécu au milieu d'animaux, et ça s'est un petit peu imposé. Et du même coup, si vous voulez, aujourd'hui, je traverse la France entière, à droite, à gauche, en long, en large, en travers, pour aller défendre effectivement les animaux dans tous les tribunaux, aux côtés des associations de protection animale, et notamment aux côtés des associations de protection animale qui militent pour l'abolition de la corrida. C'est-à-dire quoi, les animaux ont besoin de protection aujourd'hui? Ils ne sont pas assez protégés dans le droit français? Alors, les animaux, dans le droit français, cela ne vous aura pas échappé, sont encore aujourd'hui des objets. Nous avions hier, à la Cour d'appel de Paris, contre la SNCF, un procès à la suite effectivement de ce chat qui avait été écrasé en gare Montparnasse. Et une partie des débats, hier, ont bien évidemment encore tourné autour de cette problématique. Les animaux sont-ils autre chose que des objets ? Eh bien, en droit français, les animaux sont en effet toujours des objets. Et toute la construction, tout le droit français est organisé autour d'une idée qui consiste à ne surtout pas vouloir donner aux animaux de droits et ne pas vouloir considérer que les animaux sont en effet êtres vivants. Et donc c'est la raison pour laquelle on en est toujours aujourd'hui, en 2024, bloqué avec une idée de l'animal-objet. Alors effectivement, on a eu, le code civil a évolué, l'animal, être doué de sensibilité, mais dans la réalité, rien n'a changé. Donc on en est toujours au même point. En 2024, je pense que ce qui caractérise le mieux la situation des animaux dans notre société, ça peut se résumer par une société arriérée. Nous sommes totalement arriérés par rapport, effectivement, à la place des animaux dans notre société. Il ne s'agit pas du tout de dire que les animaux sont l'équivalent des êtres humains ou ceci, cela. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il y a simplement à se dire qu'à un moment, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Ce sont des êtres vivants. On ne peut pas constamment les mépriser. Alors, qu'est-ce qui changerait pour la justice, je parle, et pour le législateur, que des animaux ne soient plus objets, mais êtres vivants? Pourquoi ils ne le font pas? On changerait tout simplement parce qu'on changerait complètement de modèle de société. Ah, d'accord. 2024 n'est en fait que l'héritage de siècles, au cours desquels l'homme a
installer sa supériorité par rapport à l'animal. On pourrait dire, c'est traditionnel dans la société française, on l'a dit souvent, très cartésienne, eh bien, revenons à l'animal-machine. L'animal-machine, c'est effectivement, à un moment, un philosophe qui commence à nous dire que les animaux, finalement, ça marche comme des pendules, comme des horloges, ça n'est que ça. L'Église catholique lui emboîte le pas. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'Église catholique va faire sienne cette théorie de l'animal-machine. Et aujourd'hui, comme je vous le disais à l'instant, en 2024, le droit français considère toujours que les animaux sont régis comme des meubles, comme des objets. Donc, si vous voulez, on a une remise en cause complète du mode de fonctionnement de notre société. Et quand, en fait, on se bat contre la maltraitance animale, on se bat en réalité contre un modèle de société. Vous savez, les évangiles parlent d'animaux comme étant au service de l'homme. Alors, effectivement, on est en train de découvrir que les animaux peuvent être au service de l'homme aujourd'hui dans différentes circonstances. On commence à avoir une idée de positivité de l'animal. C'était pas l'animal simplement qui tirait la charrue ou l'animal qui tirait les canons quand on allait sur les champs de bataille. Aujourd'hui, on voit que l'animal, effectivement, peut avoir une vraie mission positive vis-à-vis de l'homme. On a aujourd'hui, dans quelques tribunaux de France, des chiens qui ont été dressés pour venir accompagner les victimes. Alors victimes, on a souvent effectivement ou des personnes qui ont été victimes de viol ou des enfants qui ont connu des traumatismes, qui ont du mal à s'exprimer. Et on amène un chien et le chien devient en quelque sorte un médiateur et permet de libérer, de faciliter la parole. On est en train simplement aujourd'hui, en 2024, d'imaginer que l'animal, il peut rendre des services, mais pas simplement des services, j'allais dire, à faible valeur ajoutée, des services à haute valeur ajoutée. C'est une conception qui évolue. Mais pour autant, notre société, elle reste arc-boutée sur un modèle qui est celui, une fois encore, de l'animal qu'on utilise et qu'on met à mort. Alors, on va parler corrida. La corrida a, je crois, des siècles d'existence en France et en Espagne. Ah, vous dites non? Pas tant que ça, plutôt en Espagne, peut-être. C'est pas une tradition. Alors voilà. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Alors attendez, on va dire il y a tradition et tradition. Effectivement, la corrida, c'est une tradition en Espagne, c'est une tradition dans certains pays d'Amérique latine. Parfait. En France, la tradition, elle n'existe pas. C'est une importation. C'est une importation, voilà, c'est exactement, vous m'avez volé le terme, c'est une importation, c'est-à-dire que la corrida, elle arrive en France, effectivement, au 19e siècle. Elle n'arrive pas avant, d'accord. Aujourd'hui, les partisans, bien évidemment, et ceux qui sont, j'allais dire, des aficionados de la corrida, tentent de nous faire croire que la corrida, ça existerait en France. C'est-à-dire que sous Charlemagne, il y avait de la corrida. Sous Charlemagne, il y avait de la corrida. Eh bien, écoutez... Tous les archéologues se sont penchés sur le sujet et personne n'a retrouvé effectivement dans les fouilles de traces de corrida. Non, soyons sérieux. La seule tradition qui existe, si on veut parler de tradition, c'est une tradition de maltraitance. Mais ça n'est pas une tradition qui est limitée à la corrida, c'est une tradition beaucoup plus générale. Peut-on faire un historique de la corrida en France, voilà, pour que les gens, 2-3 minutes, pour que les gens puissent comprendre, parce que visiblement, il y a une forme de légende, et les gens, j'imagine, y croient, sur le fait que la corrida existe depuis des millénaires dans ce pays. Alors, vous avez invité ce matin à votre micro un avocat et non pas un historien, donc je m'excuse par avance auprès des historiens, qui pourront peut-être mieux que moi rétablir la vérité, mais globalement, la corrida, elle arrive en France, effectivement, à la fin du 19e siècle. Elle va s'implanter... Elle arrive comment en France? Par qui, quoi? Alors, écoutez, c'est effectivement, sauf erreur de ma part,
par l'élevage, par cette idée d'élevage de taureaux qui va effectivement essaimer dans des régions où on pouvait effectivement imaginer cet élevage. Alors aujourd'hui, on a une région emblématique qui est la Camargue où il y a effectivement des taureaux qui sont élevés, notamment qui sont élevés en vue de cette pratique de la corrida. Et donc, si vous voulez, ça va essaimer dans le sud-ouest de la France, dans des régions qui sont en effet plutôt assez proches de l'Espagne, qui présentent effectivement des traditions parfois culturelles, proches également des traditions culturelles espagnoles. Et c'est comme ça, progressivement, que la corrida va s'imposer et que la corrida va devenir... ce qu'on appelle dans le droit français, c'est une tradition locale ininterrompue. Oui, enfin une tradition qui remonte au 19e siècle, grosso modo. Donc c'est pas une réelle tradition. Ça n'est pas une réelle tradition au sens où effectivement, sous Louis XIV ou sous Napoléon Ier, on ne connaissait pas la tradition de la corrida en France. Ça n'existait pas. Voilà. Et les arènes de Nîmes n'ont pas été construites pour y pratiquer de la corrida. Alors là non plus, je ne suis pas architecte, mais sauf erreur de ma part, si je me souviens bien, les arènes de Nîmes sont un tout petit peu antérieures, si vous me permettez, à l'arrivée de la 2000 ans presque. Oui, un petit... Enfin, voilà, un chouïa. Chouïa. C'est juste, effectivement, un lieu qui a été finalement réutilisé, entre guillemets, pour la corrida aujourd'hui. Voilà, ça n'est que ça. Non, mais il faut le préciser, parce que, je vais vous dire, pourquoi je précise tout ça. Vous savez, j'ai l'expérience d'interview, des reportages terrain, et je remarque quand même, il y a les gens ont certaines certitudes qu'il faut parfois débunker, si je puis dire. Tout à fait. Voilà. Et donc ces certitudes, il faut parce que les gens sont persuadés de certaines choses parce qu'ils ont vu à la télé, parce qu'ils ont vu certains films, et ils pensent que ça a été immuable, alors que ça ne l'a pas été. La tauromachie est très forte en cela qu'elle s'est construite une véritable légende. Elle sait, si vous voulez, parer des plumes du paon. La comparaison est peut-être audacieuse avec effectivement des gens qui maltraitent les taureaux, mais elle s'est parée des plumes du paon pour faire croire que c'était effectivement dans le sud et dans le sud-ouest de la France quelque chose qui avait toujours existé, que les villes globalement s'étaient construites autour des arènes, autour de cette tradition et autour effectivement de tout ce folklore. Il n'en est absolument rien. Alors aujourd'hui, que les villes du sud, du sud-ouest de la France soient attachées effectivement, pour des raisons bassement économiques, soient attachées effectivement à cette tradition, on le comprend bien, mais ça ne va pas au-delà. Sauf que, on a construit une bonne vieille légende qui nous fait croire que la corrida, ça a toujours eu lieu dans ces régions-là. Ce qui est faux. Voilà, ce qui est totalement faux. Donc voilà, au moins vous avez pu le préciser. Et donc du coup, vous avez dit quelque chose d'assez important, c'est que lorsque l'on tue des taureaux de cette façon, on est aussi dans la maltraitance animale, dans le sens où ce n'est pas que des taureaux qu'on élève grassement, comme le disent les éleveurs, et qu'on fait bien vivre. Là derrière, on est dans une forme de sadisme et de barbarie. Alors, la corrida, je pense, symbolise globalement ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, de pire dans notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre et c'est une date que nous, les amoureux des animaux, respectons, j'allais dire vénérons. Pourquoi Aujourd'hui, Madame Brigitte Bardot... Ah oui, à 90 ans. Madame Brigitte Bardot a 90 ans. Et on salue, c'est vrai que c'est la dernière grande star française encore vivante. Madame Brigitte Bardot a 90 ans aujourd'hui, grande star française et bien évidemment une femme qui a dévoué sa vie aux animaux. Brigitte Bardot, dans une interview qu'elle avait donnée à un de vos confrères en 2022, a dit que la corrida était le symbole d'un pays malade. Et je pense qu'au travers de cette expression, elle a très bien résumé ce que peut représenter la corrida et le symbole que peut constituer la corrida. La corrida, c'est avant tout un composé de maltraitance, de perversion,
de sadisme, vous avez un petit peu toutes ces composantes qui s'ajoutent les unes aux autres pour créer apparemment un spectacle. Alors on nous dit même, les partisans de la corrida nous disent même qu'on serait dans le domaine de la culture. Bah, pourquoi pas, hein, voilà. Et pourquoi pas effectivement culture interplanétaire pendant qu'on y est. Enfin je ne sais pas. Bref, on nous parle même de culture. Non. On a effectivement, au travers de cette pratique, toutes ces composantes qui sont effectivement réunies. La corrida, elle bénéficie d'un espèce de régime d'exception, c'est l'article 520-1 du Code pénal, qui nous dit que, globalement, les sévices graves à l'encontre des animaux sont punis. Exception faite, c'est 2 lignes dans un article du Code pénal, exception faite, effectivement, des courses de taureaux. Alors, peut-être le législateur a-t-il été un petit peu gêné aux entournures pour dire la corrida. Donc très curieusement, dans le code pénal, ce qui est autorisé, finalement, course de taureau, ça ne veut rien dire, alors même que le code pénal se doit d'être j'allais dire, une référence précise. Là, on a au contraire une espèce d'imprécision, et on nous dit que les courses de taureaux, dès lors qu'elles sont pratiquées dans le cadre d'une tradition locale ininterrompue, elles sont autorisées. Bref, pour revenir effectivement à votre question, la corrida concentre effectivement tous ces éléments de maltraitance. Et le pire, bien évidemment, c'est quand le taureau arrive dans l'arène, puisque quand le taureau arrive dans l'arène, de toute façon, vous l'avez bien compris, l'arène s'est fermée, il n'a strictement aucune chance, et l'homme va, pendant de très longues minutes, se mettre en scène la mise à mort d'un animal. Alors, je voudrais d'abord parler de cet alinéa que vous avez évoqué. Comment se fait-il que cet alinéa existe? Est-ce que c'est parce que derrière, il y a des lobbies puissants pro-corrida? Alors ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, je pose la question. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'une fois encore, hein, vous n'avez qu'un avocat en face de vous. Hein. Moi, je ne suis pas enquêteur. Je n'ai pas mené l'enquête. Alors oui, non, bien évidemment. Pour arriver à introduire une telle exception dans un article du Code pénal qui est la référence en matière effectivement de répression des actes qui ne sont pas admis dans une société, bien évidemment, derrière, il faut qu'il y ait des lobbies très puissants, très forts, qui, derrière, en effet, soutiennent cette pratique. Mais ça n'est pas que la corrida. Ça n'est pas que la corrida. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne. La corrida, finalement, ça reste, ou ça n'est plus qu'un phénomène assez marginal. Elle est cantonnée à quelques départements dans le sud et dans le sud-ouest de la France. Si demain, on revenait sur effectivement cette pratique, et si Aymeric Caron a indiqué qu'il allait redéposer une proposition de loi visant à l'abolition de la corrida, si la corrida était abolie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout un système sur lequel la société française est bâtie qui vacillerait. Autrement dit, la corrida est un symbole. C'est le symbole effectivement d'une société qui admet la maltraitance et la cruauté envers les animaux. Si demain la corrida est abolie, c'est toute une société qui a été organisée, qui a été construite avec ce précepte, à savoir que l'on peut tuer des animaux, c'est toute une société dont le système va être remis en cause. Mais pourquoi ça vacillerait? Regardez, j'imagine que des gens dans les arènes de Nîmes qui possèdent des chiens, des chats et qui aiment leurs chiens et leurs chats, hein, qui ne maltraitent pas leurs chiens et leurs chats, regarde ces corridas. Et quel serait du coup le lien entre le fait de tuer un taureau et par exemple de maltraiter son chien ou son chat? Parce que vous dites que tout vacillerait en fait. Alors tout vacillerait parce que, comme je vous le disais à l'instant, on aboutirait à ce que la société reconnaisse qu'elle a des pratiques, la société dans son ensemble, qu'elle a des pratiques effectivement de cruauté ou de maltraitance. Comme vous le disiez tout à l'heure, Madame X ou Monsieur Y vont assister à une corrida, ils ont un petit chien, ils ont un petit chat, et je ne doute pas un instant que le petit chien ou le petit chat soit bien traité. J'ai pas de problème là-dessus. La maltraitance, on la regarde très souvent,
ça arrange bien évidemment un certain nombre de personnes. La maltraitance, on la regarde très souvent comme un phénomène isolé. Autrement dit, c'est Monsieur X qui a maltraité son chien, Madame Y qui a maltraité son chat. Et aujourd'hui, quand vous regardez effectivement dans les tribunaux, je déborde un petit peu sur le sujet de la maltraitance, mais quand vous regardez dans les tribunaux, on va essentiellement avoir, pour personnes poursuivies, des particuliers, des personnes, des individus qui sont poursuivis pour avoir à un moment ou à un autre maltraité un chien, un chat. Mais ça, c'est une maltraitance totalement résiduelle. La maltraitance, elle n'est pas là. La maltraitance, elle est dans nos pratiques. Elle est dans les pratiques d'élevage, elle est dans les pratiques des abattoirs, elle est dans les pratiques des laboratoires qui utilisent des animaux pour faire de l'expérimentation. Elle est là, la vraie maltraitance. Et ce n'est pas une maltraitance qui porte sur, anecdotiquement, un chien ou un chat. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut, en effet, à la marge, maltraiter un chien ou un chat. Je suis simplement en train de vous dire que ce que l'on met avant tout en avant, c'est cette maltraitance de Monsieur X ou de Monsieur Y à l'égard de son chien ou de son chat. Ça permet effectivement de faire oublier une maltraitance générale, organisée, qui est le mode de fonctionnement d'un certain nombre de filières françaises. Faut pas se le cacher. Et vous pensez que la fin de la corrida mettra fin justement à toutes ces filières ? Alors, si vous voulez... J'ai croyance en l'idée que je pourrais vivre effectivement très longtemps. Et donc, bien évidemment, je caresse l'espoir de pouvoir voir un jour effectivement ces pratiques disparaître. Ça prendra du temps, mais c'est un symbole. Ça prendra du temps, mais c'est un symbole. Autrement dit, abolir la corrida sera le premier signe effectivement d'un changement et d'un changement en profondeur. Il ne faut pas s'y tromper. Quand, je le citais tout à l'heure, Aymeric Caron a présenté pour la première fois sa proposition de loi visant à l'abolition de la corrida. Souvenez-vous, qui a été le plus ardent défenseur, effectivement, de la corrida et qui a volé au secours de la corrida ? Le président de la République. Le président de la République a pris la parole pour venir dire que l'abolition de la corrida, c'était ces termes, l'abolition de la corrida, ça n'est pas une priorité. Ah, ben effectivement que ça n'est pas une priorité. Parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où on va avoir fait tomber une des pierres de l'édifice, le mur va être fragilisé. Et à partir de là, bien évidemment, comme je le disais, ce sont des filières, ce sont des lobbies qui craignent pour leurs propres intérêts. Alors, vous savez, ceux qui sont favorables à la corrida nous explique que que derrière ça, il y a un homme, un seul être humain face à un animal qui est plus fort, plus imposant que lui, et qu'il a ce fameux courage d'affronter cet animal un peu comme une sorte de David contre un Goliath. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Est-ce que derrière ça, est-ce que par exemple, parce qu'on voit ce torero avec sa cape rouge, est-ce que lorsque le taureau rentre dans une arène, il est à égalité face au torero, ou déjà en amont, on a fait de telle sorte pour que ce taureau ne soit justement pas à 100% de ses capacités, si je puis dire ? Je me permets juste, avant de répondre à votre question, je me permets juste effectivement de souligner un point, parce que je l'ai appris très récemment. Vous savez qu'il y a une femme, son prénom m'échappe, son nom Vicence. Il y a une femme qui effectivement pratique la tauromachie, et elle pratique la tauromachie à cheval, voilà, aussi bien en France qu'en Espagne. Et donc j'ai appris très récemment, à la lecture d'une interview qu'elle a donnée à certains de vos confrères, j'ai appris très récemment que pour aller effectivement affronter le taureau, elle avait effectivement, il y avait tout un conditionnement, il fallait qu'elle se prépare, voilà. Et j'ai notamment appris que pour aller combattre effectivement le taureau, apparemment il fallait qu'elle se repoudre le nez. Autrement dit, il était très important qu'effectivement les raccords maquillage aient été bien faits et qu'il n'y ait pas de problème. Vous mesurez effectivement dans ces conditions à quel point le pauvre taureau,
bien évidemment, quand il voit arriver une femme très bien maquillée, il se dit ma dernière heure est arrivée. Et là, le pauvre taureau, il sait plus où se mettre et il est prêt effectivement à se coucher de manière à ce qu'elle puisse lui porter les stockades. Je veux dire, arrêtons effectivement de raconter n'importe quoi. Le taureau, quand il entre dans l'arène, globalement, il n'a quasiment aucune chance. Et je suis quand même effectivement effaré d'entendre et de lire sous la plume de vos confrères que, en effet, c'est le toréador qui prend des risques. Euh, il suffirait de regarder les statistiques entre le nombre de taureaux morts et le nombre de toréadors morts. Il me semble qu'il y a plus de taureaux quand même qui perdent la vie dans les arènes que de toréadors. Je ne suis pas du tout en train de dire que à mort les toréadors. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'effectivement, arrêtons. Les jeux sont truqués. Il y a quasiment aucun taureau qui ressorte effectivement en vie des arènes. Bah non, parce que sinon ça serait pas drôle et le spectacle se serait terminé. Voilà. Mais est-ce que par exemple, je sais pas, on donne un produit au taureau pour qu'il soit moins vaillant, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se passent? Parce qu'en fait, on nous montre un spectacle. Mais souvent, moi, je vais vous dire, dans les coulisses d'un spectacle, c'est pas très joli. Hein. Donc ça, c'est la question que je pose parce que moi, je suis pas amateur de corrida. Et peut-être que parmi le public qui nous écoute non plus. Et on ne connaît pas, souvent on ne connaît pas les coulisses. Alors, vous ne connaissez pas les coulisses et pour ma part, je n'y ai jamais mis les pieds. Simplement, ce que j'ai entendu dire, mais alors ça n'est pas uniquement limité à la corrida, c'est que effectivement, parfois, on peut faire une petite picouse de ceci ou une petite picouse de cela, et puis ça détend. Le taureau arrive, il est content, il est heureux. Enfin voilà, peut-être voit-il même des éléphants roses. Voilà. Peut-être voit-il même des éléphants roses. Bon, enfin voilà. Je dis ça tout en étant honnête et en disant que je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier et de le voir de mes propres yeux. Voilà, c'est aussi ce que l'on dit, c'est ce que l'on entend dire. Alors après, vous savez, comme nous sommes avec une pratique qui est très controversée, vous imaginez bien que il y a les partisans qui vont nous livrer leur version, il y a les adversaires, bien évidemment, qui vous livrent leur version. Et puis, parfois, on a un petit peu des sbroufs qui est fait pour dire que le camp adverse raconte... Bon, ceci, cela, voilà. Bref, ce que l'on peut dire de façon générale, c'est que le taureau, une fois qu'il est dans l'arène, il n'a quasi aucune chance. Voilà, ça c'est une certitude. Est-ce que l'on sait par des études, lorsqu'il est dans l'arène, ce taureau, est-ce qu'il a peur du public? Est-ce qu'il y a un conditionnement qui est fait sur lui, qu'il n'est pas, on va dire, je dirais peut-être qu'il est effrayé. Enfin, comment ça se passe pour lui lorsqu'il est dans cette arène? Est-ce que ça, on le sait? Alors, vous me posez en fait ce matin des tas de questions et je me dis finalement que j'aurais dû venir avec toute une équipe parce que vous posez des questions. J'essaye de poser des questions, c'est mon job. Non, mais bien sûr, tout à fait pertinente, mais qui relèvent effectivement d'autres disciplines que du droit. De façon, je vais essayer de vous répondre de façon générale. Allez-y. Je pense qu'un vétérinaire pourrait vous répondre de manière beaucoup plus précise effectivement sur ce point. Mais on sait très bien que un animal, et au demeurant qui n'est pas un animal domestique au sens un chien, un chat, voilà, qui voit pas mal de choses, qui est habitué à aller dans la rue, voilà. Le taureau, vous le savez comme moi, son environnement habituel, ce sont des herbages, d'accord? Ce sont des herbages où il est avec ses congénères, il voit une personne qui vient éventuellement apporter de l'eau, qui vient, voilà, bon, ça se limite à ça. Vous imaginez bien que quand vous transposez un animal d'un endroit comme celui-ci à effectivement une arène où il y a du bruit, il y a des couleurs, il y a de la chaleur, il y a tout un environnement qui est créé, naturellement, le taureau connaît un niveau de stress absolument effroyable. Mais j'allais vous dire qu'il n'est pas propre au taureau. Je vous propose de mettre n'importe quel animal dans les mêmes circonstances et vous constaterez absolument
pour n'importe quel animal le même phénomène. Il y aura inévitablement un niveau de stress beaucoup plus important. Donc le taureau, il arrive effectivement dans cette enceinte, il n'est pas effectivement dans son milieu naturel, et c'est pas comme si effectivement il enfilait ses pantoufles, il allait se mettre devant la télé et vivre tranquillement. C'est très important, parce que en réalité, ce que vous dites, c'est que ce taureau, lui, est élevé dans ses pâturages, il broute son herbe, il n'est pas entraîné chaque jour à foncer sur un torero. Alors, il n'est pas entraîné chaque jour. Il y a néanmoins une forme de conditionnement qui est faite par les éleveurs de taureaux dits de taureaux de combat. Il y a une forme d'entraînement. Mais si vous voulez, bien évidemment, le jour où le taureau se retrouve dans l'arène, qu'est-ce qu'on va dire? On considère que c'est son jour de gloire, enfin, ou son dernier jour, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais voilà, il arrive à un endroit qui n'est pas pour lui un endroit habituel, avec des circonstances qui ne sont pas les circonstances habituelles de sa vie. Et naturellement, on crée aussi ce milieu-là pour augmenter le stress de l'animal. Ça, c'est évident.